Imaginez un train capable de dépasser les 240 km/h grâce à un réacteur d'avion. Cela peut sembler incroyable, mais nous avons peut-être failli vivre dans un monde où les trains n'auraient pas été alimentés par l'électricité, mais propulsés par des réacteurs. Ce concept audacieux n'est pas aussi farfelu qu'il n'y paraît. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment les ingénieurs ont eu l'idée révolutionnaire d'intégrer des réacteurs d'avion sur un train. Bienvenue sur Pixar et aujourd'hui, nous allons explorer l'une des histoires les plus farfelues du ferroviaire. Notre histoire commence au début des années 60, lorsque les entreprises de chemin de fer américains perdaient des parts de marché. Ces pertes n'étaient pas nouvelles et avaient commencé bien avant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, leurs parts étaient artificiellement soutenues par les restrictions de l'époque de guerre sur l'utilisation des voitures privées. Mais immédiatement après la guerre, les parts de marché n'ont fait que chuter. De plus, politiquement, le ferroviaire n'était pas une préoccupation majeure. Le président, Eisenhower, dans un lit d'hôpital, signa discrètement, le 29 juin 1956, une loi fédérale d'aide à la construction des autoroutes. Les Américains pouvaient désormais conduire entre les villes beaucoup plus rapidement qu'en prenant le train. La Ford Mustang, lancée en 64, a immédiatement capturé l'imagination du public, avec son design sportif et ses performances. Elle représentait une nouvelle ère, rendant les trajets en voiture plus attrayants que jamais. Et surtout quand ta voiture ressemble à ça. Pourquoi prendre des trains datant des années 30? Mais ce qui plantera vraiment le dernier clou dans le cercueil du réseau ferroviaire américain sera l'avènement des avions à réaction, qui a tout changé. Fini les avions à hélices bruyants et inconfortables. Maintenant, la nouvelle tendance était aux avions puissants pouvant voler à près de 900 km/h grâce à des moteurs à réaction. Par exemple, le Boeing 707, introduit à la fin des années 50, a révolutionné le transport aérien, avec sa capacité à transporter plus de passagers à des vitesses et des distances assez impressionnantes pour l'époque. Il pouvait traverser les États-Unis en quelques heures seulement, réduisant drastiquement les temps de voyage, attirant une clientèle qui préférait la vitesse et la commodité des vols à la lenteur et à l'inconfort des voyages en train. Le succès du Boeing 707 a été tel qu'il a eu une influence majeure sur la numérotation des futurs avions de ligne produits par Boeing. Le 7X7 est devenu l'une des signatures les plus marquantes de Boeing, où le X représente la série de l'avion. Pour gérer cette crise, les entreprises ferroviaires américaines ont commencé à intensifier leurs campagnes publicitaires. Mais les résultats n'ont pas été au rendez-vous. En fait, ce qu'il faut, c'est une pub marquante, quelque chose de mémorable pour que le grand public se dise « Pourquoi ne pas prendre le train ?» Et c'est dans ce contexte que le New York Central Railroad a envisagé d'adopter un nouveau système, pour l'époque bien sûr. Des stations hub reliées entre elles par des trains à grande vitesse. Ils espéraient qu'en faisant cela, qu'ils pourraient peut-être redonner au réseau sa gloire d'antan. Mais un problème se posait. On n'a pas de train à grande vitesse. Et la dernière fois que le record de vitesse avait été battu en Amérique du Nord, c'était en 1893 par un train à vapeur, atteignant la vitesse de 180 km/h. Tout commence en 1963, lorsqu'un concept émerge dans le centre technique de développement du New York Central. Les ingénieurs ont envisagé d'intégrer un turbocompresseur Rolls-Royce Dart dans une unité EMD type F. Cette idée fut abandonnée, mais le directeur du centre technique de l'époque revint à la charge 2 ans plus tard. En 1965, il proposa l'idée d'expérimenter avec un moteur à réaction pure, mais l'idée fut repoussée. Cependant, une question planait. Ça fait quoi de mettre un réacteur sur un train? Et est-ce qu'un train propulsé par des réacteurs pourrait fonctionner efficacement sur des voies existantes? Si c'était possible, il suffirait simplement de mettre des réacteurs sur les trains et l'idée des stations hub pourrait fonctionner. Les ingénieurs n'ont jamais abandonné cette idée et ils ont mis la pression nuit et jour pendant 1 an sur le chef, jusqu'à ce que celui-ci change d'avis. Et au bout d'1 an, il finit par céder et leur dit « Vous avez 30 jours ». Cela signifie que l'équipe a 30 jours pour trouver un train, trouver des réacteurs d'avion, trouver un atelier et trouver une piste. Le président de la New York Central Railroad, impatient de voir comment le projet allait tourner, donna un chèque en blanc à Don Wetzel qui sera élu chef de projet. En raison de l'urgence du calendrier, l'équipe décida de prendre une voiture de train déjà existante et d'y rajouter des réacteurs. Donc un matin, les ingénieurs se rendirent dans un triage où ils ne tardent pas à trouver ce qu'ils cherchaient. Ça. Un Budd RDC-3. C'était une voiture de banlieue diesel autopropulsée capable d'accueillir au maximum 48 passagers. Bien que ce modèle n'ait pas été conçu pour la grande vitesse, il devient la base du projet. Mais comment va s'appeler le projet? Eh bien c'est simple, la voiture prêtée est le M497. Eh bien le projet s'appellera le M497. Le train fut transporté au centre technique de Collingwood à Cleveland où des modifications furent apportées. Pour les moteurs, l'équipe réussit à se procurer 2 réacteurs J47-19, utilisés à l'origine par le bombardier B-36, qui est d'ailleurs le premier bombardier conçu spécialement pour transporter des bombes nucléaires. Bon, après la question c'est comment les ingénieurs ont-ils réussi à trouver ces réacteurs? Alors là, mystère et boule de gomme. Une fois le train et le réacteur trouvés, il a été temps de concevoir les croquis. Don Wetzel proposa l'idée de placer les moteurs à l'arrière. Cependant sa femme, n'aimant pas le design du train, suggéra que les moteurs seraient plus esthétiques à l'avant du train. Donc
les moteurs sont passés à l'avant du train. D'ailleurs, ce changement a permis d'optimiser le poids du train, car les moteurs en arrière auraient risqué de soulever l'avant du train, alimentant la fausse rumeur qui disait que le M497 pouvait s'envoler au-dessus du passage à niveau. Pendant ce temps, la femme de Don Wetzel créa le design final du train. À l'intérieur, le train fut transformé en laboratoire mobile. Plus de 50 instruments furent installés pour mesurer la vitesse, les températures, les vibrations de rails, et de manière générale, tout ce qui pouvait être mesuré ont été mesurés. Les arbres de transmission des moteurs diesel furent retirés, car les moteurs diesel n'étaient plus nécessaires pour la propulsion. Cependant, ils furent laissés intacts pour fournir le freinage et l'électricité. Pour la cabine de pilotage, l'équipe a réussi à obtenir le siège de pilote d'un Boeing KC-97. À l'extérieur, le M497 fut décoré d'une livrée d'un style futuriste pour l'époque, gris, argent et noir, ce qui a valu le surnom par les médias de Black Beetle. L'objectif a été atteint. En 30 jours, l'équipe a réussi à créer un train dont la construction entière a coûté environ 30 000 $, soit environ 300 000 $ d'aujourd'hui. Maintenant que le train est construit, il était temps de le tester. Le train sortit des ateliers en juillet 66. Le but de toute cette expérience était de prouver que des modes de propulsion alternatifs, comme l'utilisation de moteurs à réaction, pourraient fonctionner sur des voies déjà existantes. La section de voie entre Butler et Toledo a été choisie. La voie avait été martelée par des trains de marchandises lourds pendant plus de 26 ans, et ils n'avaient reçu que des entretiens normaux, ce qui correspondait aux caractéristiques typiques de leur voie à l'époque. Le M497 a été remorqué par EMD JP7 jusqu'à sa position de départ. La première course a eu lieu le 23 juillet 66. Mais qui allait conduire? Eh bien, il s'est avéré que la personne parfaite pour ce poste était le concepteur en chef, Don Wetzel. Il avait commencé à prendre des leçons de pilotage à l'âge de 14 ans, puis il a ensuite rejoint le New York Central Railroad en 1950 en tant que chauffeur de locomotive. Il est devenu l'une des dernières personnes qualifiées pour conduire des locomotives à vapeur. Don Wetzel avait été choisi pour réaliser ce projet car il était non seulement ingénieur de locomotive, mais aussi pilote et familier avec les moteurs à réaction. Les premiers tests visaient à atteindre une vitesse d'environ 80 km/h afin d'évaluer le système de freinage. Et c'est à ce moment-là que le premier problème a été identifié. La chaleur des moteurs à réaction se diffusait vers les radiateurs des moteurs diesel. Ce phénomène provoquait une surchauffe détectée par les capteurs de température, ce qui entraînait l'interruption de l'alimentation électrique du compresseur d'air pour les freins. Comment régler ce problème? Eh bien c'est simple, on coupe le câble d'alimentation du capteur. Ensuite, ils ont dû trouver un moyen de s'assurer que la voie était libre pour les courses les plus rapides, car le freinage à temps aurait été un problème. Car bien qu'ils aient modifié le système de traction du train, ils n'ont pas eu le temps de modifier le système de freinage du train. Et le Budd RDC3 n'étant pas conçu pour aller vite, les ingénieurs de l'époque n'avaient pas installé le système de freinage le plus performant. Constatant que la procédure de freinage pouvait être très longue, l'équipe a décidé d'utiliser un Beech D18 pour survoler la ligne de chemin de fer et de servir d'avion de repérage. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que le train aille plus vite que l'avion. Ils ont donc dû placer un membre de l'équipe à chaque passage à niveau et tout le long du parcours d'essai. Dans un second temps, les tests visaient à vérifier si les voies existantes pouvaient supporter des passages à haute vitesse. Donc l'après-midi du 23 juillet 1966, le M497 avait été remorqué jusqu'à sa position de départ. À l'intérieur du train, chaque ingénieur avait les yeux rivés sur ses instruments de mesure. Même le directeur de la New York Central Railroad était présent à bord. Juste avant le départ, les ingénieurs avaient effectué les dernières vérifications de sécurité pour s'assurer que tout était en ordre. Don Wetzel, assis dans son siège, sentait son cœur battre la chamade. Et étant donné la nature capricieuse du système de freinage, il avait toutes ses raisons d'être nerveux. Mais le moment était venu, il devait se lancer. La mission fut un succès. Le M497 avait démontré que des modes de propulsion alternatifs, tels que des moteurs à réaction, pouvaient fonctionner même sur des voies existantes. Pour Wetzel et son équipe, ce fut un moment de triomphe. Le train a réussi à atteindre une vitesse de 295 km/h. Bien que cette vitesse puisse sembler dérisoire avec un œil contemporain, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le train le plus rapide de cette époque était le BB 9004, avec une vitesse de 331 km/h. La différence n'était que de 36 km/h. Donc ouais, c'est une bonne perf, surtout quand on prend en compte que le projet a été réalisé en seulement 30 jours. D'ailleurs, là nous sommes en juillet 2024, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, et le record du M497 n'a toujours pas été dépassé. Donc oui, le train le plus rapide à avoir roulé aux États-Unis était un train avec des réacteurs d'avion.
Ainsi, tout le plan fonctionna. L'équipe se mit alors à travailler sur une étude de cas concernant le fonctionnement de ce train. Combien facturer les passagers, comment planifier les horaires et quel serait l'avenir du chemin de fer. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi les trains à réaction n'ont-ils pas été lancés? Eh bien, le M497 présentait des problèmes de conception. Tout d'abord, il manquait la capacité de reculer, car les moteurs à réaction ne pouvaient pas être retournés pour diriger le train dans l'autre sens, compliquant ainsi ses manœuvres par rapport à un train ordinaire. De plus, l'intérieur du M497 nécessitait un pylône de support pour les moteurs, entravant le déplacement des passagers. Un autre problème était les échappements des moteurs à réaction. Le sillage créé par les réacteurs représentait un enjeu majeur. Ce sillage pouvait provoquer des dommages importants aux infrastructures ferroviaires. De plus, le coût élevé du carburant rendait le train économiquement non viable, surtout à basse vitesse. En fait, le M497 rencontrait des problèmes tant à basse vitesse qu'à haute vitesse. Bien que la voie en elle-même ait été jugée en bon état lors des tests, le train s'est révélé trop rapide pour l'infrastructure existante. Exemple tout bête, le système d'activation des barrières de passage à niveau. À des vitesses beaucoup plus élevées, le temps entre l'activation du système de signalisation et la fermeture des barrières devenait insuffisant, ce qui pouvait entraîner la fermeture des barrières alors que le train était déjà en train de traverser le passage à niveau. Cela nécessiterait des dépenses considérables pour mettre à jour le système de signalisation. De plus, le bruit des réacteurs. Mais ce qui a vraiment mis le dernier clou dans le cercueil du M497 fut lorsque le patron de la New York Central Railroad déclara qu'il ne cherchait pas à construire une flotte de trains à réaction, mais plutôt à vérifier si l'équipement ferroviaire conventionnel pouvait fonctionner à haute vitesse. Le M497 n'était guère plus qu'une solution improvisée pour atteindre des objectifs immédiats de manière rapide et peu coûteuse. Le M497 n'a jamais été sérieusement envisagé pour un service commercial. Après sa période de gloire, il a été renvoyé aux ateliers où il a été restauré. Tous les signes de sa courte carrière à grande vitesse ont été effacés. Il est revenu à sa fonction quotidienne, en tant que voiture de banlieue ordinaire, avant d'être finalement retiré de service en décembre 1977. Quant aux réacteurs, ils ont été réutilisés dans un nouveau projet de train, une souffleuse à neige. Les premiers essais ont été catastrophiques. La souffleuse à neige s'est transformée en souffleuse à ballast. Cependant, après quelques ajustements, la souffleuse est devenue moins destructrice et est finalement entrée en service régulier. Et c'est ainsi que se termine l'une des histoires les plus farfelues du ferroviaire. Mais c'est vrai qu'il est impossible de parler du M497 sans mentionner son homologue russe, alors je vais vous faire un petit résumé. Les Russes voulaient savoir si leur voie pouvait supporter des trains à grande vitesse et avaient aussi des nouvelles technologies à tester. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de train à grande vitesse. Donc, ils prennent un ER-22, ils leur ajoutent 2 réacteurs de Yak-40, ils ont un peu retravaillé la carrosserie pour rendre le train un peu plus aérodynamique, et puis comme le M497, l'intérieur fut transformé en laboratoire mobile, et les tests commencèrent en 1971. En 72, le train atteint la vitesse max de 250 km/h, même s'il convient de noter que l'objectif de ces essais n'était pas d'établir un record de vitesse, mais plutôt d'analyser et de voir le comportement du train. En 75, les expériences furent conclues et la voiture fut laissée stationner pendant plus de 30 ans. En 2008, l'avant de la voiture fut découpé, peint et installé comme monument. Fin du résumé. Bon, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ah oui, j'ai un Discord, j'en parle jamais, j'ai un Discord. Le lien est dans la description, il se passe rien d'incroyable, on se passe à juste des photos dedans. Mais si vous avez envie de mettre votre pierre à l'édifice, ou créer de l'activité dans le Discord, venez, les portes sont ouvertes, hein. Clairement. Bon, en tout cas, le lien est dans la description. Moi, ça va être 4 heures, je suis en train d'enregistrer les gars, et je suis fatigué, c'est bon, j'en peux plus. C'était Pixor, Pix.